Bienvenue sur les routes de la sociologie. Pour ce 12e épisode, nous vous proposons un petit séjour en hôpital psychiatrique à Toulouse, à la rencontre de Tristan Renard. Il se présente, au fil de l'entretien, comme un sociologue hors les murs, dont le cœur du travail consiste à faire vivre la sociologie dans des espaces traversés par la violence, la justice et la psychiatrie. Issu d'un baccalauréat littéraire, Tristan Renard s'inscrit d'abord en histoire à Rennes 2, avant de découvrir la sociologie en suivant des amis qui se réorientent. Il poursuit ensuite jusqu'au master à Toulouse, où des cours sur le cancer, le sida, les politiques publiques ou la déviance lui font saisir la portée concrète de l'enquête sociologique. Au sein du Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles à Toulouse, il construit progressivement sa place. D'abord en contracifre, il enquête sur la mise en place des politiques publiques prenant en charge les auteurs de violences sexuelles. En 2017, il choisit d'interrompre sa thèse lorsqu'un poste à plein temps lui est proposé au CRESAM. Il y coordonne un travail à la frontière entre recherche, formation et appui aux pratiques professionnelles, notamment sur les engagements radicaux. Pour lui, être sociologue consiste à pratiquer régulièrement la recherche, tout en diffusant les connaissances auprès de publics très variés. Cela passe par des cours en institut de travail social et à l'université, des interventions auprès de professionnels, des ateliers de sociologie en prison avec des détenus, ainsi que par la participation à des auditions publiques et à un comité de rédaction de revues. Pour Tristan Renard, faire de la sociologie, c'est autant produire des connaissances qu'organiser les conditions de leur circulation et de leur appropriation. Je te laisse te représenter. Donc moi je suis Tristan Renard, donc je suis sociologue au centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse, qui est un hôpital psychiatrique. Donc je travaille dans deux services. Un service qui est le CRIAVS, donc le centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, dans lequel je travaille depuis 2011. Et un autre service qui est le CRESAM Occitanie, donc qui est un centre ressources sur la question des radicalités violentes, dans lequel je travaille et que je coordonne depuis 2017. Par ailleurs, j'ai des activités connexes d'enseignement dans un institut de travail social qui s'appelle Erasme et au département de sociologie de l'université de Toulouse 2. Et après, j'ai quelques activités d'enseignement plus ponctuelles auprès des internes en psychiatrie et également dans quelques diplômes universitaires sur les questions de victimologie, de violences sexuelles. Voilà. Et je l'ai pas dit, mais je suis aussi, je fais partie du comité de rédaction de la revue Empan. C'est une activité bénévole, enfin non salariée, mais qui prend une partie de mon temps également. Ouais. Mais merci, on va revenir au fur et à mesure progressivement sur tes différentes responsabilités, mais je voudrais revenir un peu en arrière et sur ton intérêt pour la sociologie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait des études de sociologie et aussi quelles études de sociologie tu as fait, notamment en ce qui concerne le master? Est-ce que c'est notamment un master spécialisé autour des questions de violence ou plutôt un master général? Mon intérêt pour la sociologie, je ne saurais pas trop le dater en fait, parce que du coup ça remonte un petit peu. J'ai fait un bac littéraire, voilà, donc j'avais un intérêt un peu pour les questions, on va dire, de l'histoire notamment. L'histoire était ma matière préférée. Donc quand j'ai eu mon bac, je suis parti en première année d'histoire géo à l'université. Donc j'étais à Rennes 2, l'université Rennes 2. Donc j'ai fait un an d'histoire, mais que je n'ai pas continué en fait. Et au bout de ma première année d'histoire, en échangeant un peu avec des amis, certains se réorientaient vers la sociologie, et qui était une discipline que je connaissais pas du tout, que je connaissais de loin. Et donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé une licence de sociologie donc à Rennes 2 que j'ai eu en 3 ans. Donc j'ai fait mes 3 années de licence. Et pour moi, il y a plusieurs étapes dans mon intérêt à la sociologie parce que je considère que ces 3 années de licence finalement n'ont pas trop éveillé ma curiosité sur la sociologie. C'est des enseignements assez généraux à l'époque, hein, ça remonte à maintenant à plus de 20 ans. Des enseignements très généraux, mais qui étaient néanmoins intéressants, mais qui n'étaient pas vraiment une sociologie ancrée sur la recherche actuelle en fait, qui était beaucoup sur la question voilà des classiques, des grands classiques de la sociologie ou sur des méthodologies, avec quelques cours quand même qui m'ont quand même marqué, notamment un cours de sociologie urbaine fait par un sociologue qui s'appelle Éric Le Breton, où je m'étais rendu compte que voilà la sociologie pouvait éclairer des questions très contemporaines et importantes, et un cours de sociologie des religions
d'une sociologue, anthropologue qui s'appelle Anne Guillou, qui pareil, m'avait particulièrement plu. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était l'examen qu'on avait eu, on va dire, à propos de cet UE-là, qui était est-ce que Dieu existe? Donner une réponse sociologique à la question, quoi. Voilà. Et c'était voilà, j'étais vraiment été marqué par cette question-là parce que je me rendais compte qu'une question qui pouvait paraître ultra théorique pouvait en réalité être, enfin en tout cas être abordée de manière très concrète, très empirique, très sociologique. Voilà. Et donc après cette licence, je suis parti en master à Toulouse, à l'époque où il y avait un master général de sociologie parmi les masters présents. Donc c'était un peu le master recherche, même si c'était pas le nom de ce master-là. Et donc en fait, en arrivant à l'université de Toulouse, pareil, j'ai fait une année un peu blanche de master 1, en sachant que je travaillais à côté, donc j'avais finalement peu de temps pour m'impliquer dans les études et j'avais pas forcément une appétence pour la sociologie. Par contre, j'avais une copine qui était partie avec moi de Rennes jusqu'à Toulouse et qui, elle, était dans ce master-là, avait choisi des options sociologie de la santé. Et donc, quand elle me parlait un peu des cours qu'il y avait dans cette option-là, je m'étais dit que ça avait l'air super. Et donc, l'année suivante, je me suis réinscrit en master 1 avec la motivation de le faire sérieusement. Et j'ai pris cette option. Et en fait, c'est dans cette option-là que j'ai vraiment découvert, enfin, pour moi, c'est là où j'ai découvert la sociologie, quoi. Voilà, j'avais des enseignants, des enseignantes qui nous parlaient à la fois de thématiques comme le cancer, la question du sida, les politiques publiques, mais aussi la question de la déviance. Et tout de suite, j'ai accroché. Et donc, je suis, en fait, ils proposaient des sujets de mémoire dans ce master-là. Et donc, j'ai notamment, parmi les enseignants, il y avait un enseignant qui s'appelle François Sicot, qui proposait des sujets de mémoire sur la question de l'expertise psychiatrique en matière criminelle. C'est un enseignant qui était à la fois sur la santé mentale et sur les questions de justice. Et donc, je me suis lancé là-dedans en me disant, bah tiens, ça a l'air sérieux, je vais le faire. Et donc, j'ai commencé un mémoire sous la direction de François Sicot sur ce sujet-là. Et en sachant que ce mémoire-là, en fait, il s'inscrivait dans une recherche internationale, donc entre Belgique, Luxembourg et France, sur la question de l'expertise psychiatrique en matière criminelle. Donc, tout de suite, je me suis retrouvé intégré, alors de manière très modeste, hein, mais déjà une recherche avec une dynamique de recherche, hein, ce qui m'a fait découvrir à la fois la sociologie, en lisant beaucoup, en menant une enquête empirique sur l'audition des experts psychiatres en cour d'assises, et en même temps en découvrant l'univers de la recherche, voilà, parce que j'étais associé avec un doctorant et aussi d'autres chercheurs à quelque chose de très concret. Voilà, fallait rédiger, fallait parler de résultats, discuter de résultats. On a même publié un article donc à Troyes qui a été publié dans la revue Déviance et Société. Donc pour moi c'est aussi pareil, c'était un marqueur de goût très concret, très sérieux de ce qu'était que la sociologie. Donc j'ai poursuivi après en master 2, qui à l'époque était donc l'année de master 2 est une année de préparation de thèse où on devait rédiger un projet de thèse. Et en fait, dans mon master 1, donc j'avais observé des auditions d'experts psychiatres en cour d'assises, et la majorité de ces procès étaient des procès pour viol, pour crimes sexuels, dans lesquels la question des soins psychiatriques obligés, ce qu'on appelle les soins pénalement ordonnés, était très récurrente en fait, se posait beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas de recherche vraiment sur le sujet. Il y en avait qui étaient en cours en fait, alors qu'en fait la politique pénale depuis une quinzaine d'années auparavant, depuis 1998, était constamment alimentée par cette question des soins pénalement ordonnés. Il n'y avait pas forcément beaucoup de recherches sur le sujet. Voilà. Donc je me suis dit que avec mon directeur de mémoire qui m'a motivé aussi à monter un projet de thèse sur le sujet. Et aussi ce qui m'a motivé, c'est que moi très vite et de manière très concrète en master 2, le projet de thèse s'est associé à un projet de financement puisque en fait il y avait un service qui se créait à l'hôpital psychiatrique de Toulouse, donc qui était le CRIAVS dans lequel je travaille actuellement, avec des psychiatres de ce service-là et du pôle de psychiatrie qui était concerné par ce service, qui avait une position un peu hétérodoxe, voilà, qui était très attiré aussi par la question de sociologie, de sciences sociales. Et donc très vite le projet s'est construit d'avoir un contrat cifre en fait dans ce service-là. Et c'est ainsi que en fait à la fin de mon master 2, je me suis inscrit en thèse et j'ai commencé une thèse en chiffres dans ce cadre-là, quoi. Finalement, aujourd'hui, tu te retrouves dans une fonction de coordination en fait où tu travailles avec ces acteurs de la psychiatrie et donc voilà, tu dis que en même temps c'est des psychiatres qui ont une approche hétérodoxe. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus sur le comment en fait concrètement tu travailles avec des psychiatres et en quoi est-ce que le regard du sociologue est intéressant dans ce secteur en particulier?
Il y a plusieurs niveaux d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a déjà leur intérêt. Pour moi, l'intérêt quand ils nous ont embauché un sociologue était peut-être un intérêt un peu de curiosité intellectuelle, d'ouverture intellectuelle, une volonté aussi, il y avait un intérêt politique. C'est-à-dire que le champ qui s'ouvrait sur la question des violences sexuelles, il y avait des psychiatres, des psychologues qui étaient investis avec des positionnements différents. Certains dans une logique peut-être de médicalisation de la violence sexuelle, d'autres, comme ceux de Toulouse, étaient plutôt dans une logique d'ouverture à d'autres disciplines, de essayer de freiner un peu la médicalisation. Et donc, je pense que l'embauche d'un sociologue obéissait d'abord à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais embauché en CIFRE, j'avais pas de mission, en fait. Voilà, j'avais pas de, on m'a pas vraiment donné de travail au sens où il y avait pas d'attente précise par rapport à ce que je pouvais faire. Et donc, les choses se sont faites petit à petit. Et donc, elles ont commencé à se faire, je dirais, autour de ce que Muriel Darmon dit à propos de son terrain sur l'anorexie. C'est-à-dire que au début, il y avait une place un peu attribuée à la sociologie, qui est toujours un peu le cas parfois, c'est de contextualiser un peu les choses, de donner une vision un peu générale, d'historiciser un peu, et c'est toujours une demande qui est présente quand parfois on me demande d'intervenir. Mais petit à petit, je veux dire, de fil en aiguille, en lisant beaucoup de psychiatrie, en essayant de comprendre aussi quelles étaient leurs façons de penser, leurs façons de travailler, je me suis rendu compte que la science sociale en tant que telle, sur les mêmes objets que sur lesquels ils travaillaient, c'est-à-dire eux, en fait, se posent la question de comment naît la violence, comment expliquer les passages à l'acte, etc. Je me suis rendu compte que la sociologie avait énormément à apporter, soit pour, on va dire, articuler les savoirs, et soit aussi pour parfois contredire. C'est-à-dire, c'est un terrain concurrent, c'est-à-dire il y a des débats, il y a des controverses, et donc la sociologie présente un intérêt très fort par rapport à ça. Mais bon, ce que je voudrais dire par rapport à ça, pour moi, c'est que le champ de la psychiatrie, c'est comme le champ de la sociologie, c'est un espace hétérogène avec des enjeux un peu parfois de confrontation, de controverse. Et donc la sociologie peut être utilisée dans ce cadre-là, peut être appelée, sollicitée dans ce cadre-là. Et donc tout l'enjeu pour le sociologue, c'est de trouver sa place, voilà, pour continuer à faire la sociologie, on va dire, voilà, continuer à faire la sociologie et à apporter des éléments, quoi. Quand on travaille sur les questions de violence sexuelle, par rapport au fait d'être un homme, est-ce que ça, tu t'es interrogé là-dessus? Par exemple, est-ce que tu as pu te dire à un moment donné que tu ne te sentais pas forcément légitime? Alors, je sais que ça ne concerne pas uniquement les violences faites aux femmes, hein. Il y a aussi notamment les violences faites aux enfants. Mais est-ce que en tant qu'homme, du coup, tu t'es interrogé là-dessus? Est-ce que ça fait partie de tes questionnements? Oui, bien sûr, parce que c'est des questionnements qui me sont régulièrement posés dans les échanges, etc. Bon, moi, sachant que j'ai commencé à travailler sur les politiques publiques, donc en fait, je travaillais vraiment sur la question du fonctionnement de la justice, avec un angle plutôt sur la sociologie des professions. Donc, je tenais pas vraiment un discours ou une analyse sur les violences sexuelles en tant que telles. Donc, il y avait beaucoup de sociologues, notamment de sociologues femmes, qui ont travaillé là-dessus autour des grandes enquêtes, notamment de victimation, l'enquête contexte de la sexualité en France en 2006, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France en 2001, et puis l'enquête Virage qui est arrivée là en 2016. Donc là, il y avait pas mal de gens qui étaient légitimes. Et après, quand j'ai commencé à travailler sur les violences, là, j'ai aussi un peu une réflexion méthodologique sur le fait que peut-être parfois je pouvais être plus facilement écouté ou moins, on va dire, moins sujet à suspicion de termes souvent disqualifiants comme wokisme, etc., qui peuvent être utilisés. Donc, mais par contre, ça, c'est pour ce que je dis là, c'est pour moi, c'est à hauteur d'expérience, hein. J'en ai parlé, voilà, ne serait-ce que la semaine dernière avec une collègue, Christina Odon, hein, sur ça, quoi, le fait qu'évidemment ça crée un positionnement. Après, moi, ce que je réponds aussi, c'est qu'une partie de mon travail consiste donc à faire des conférences, des formations, de la recherche, mais il y a aussi une grande partie de mon travail, on va dire, comment dire, c'est d'appuyer l'intervention sociologique dans le champ dans lequel je travaille. Donc, par exemple, moi, une grande partie de mon travail, c'est d'inviter les sociologues à présenter leurs travaux et de présenter des travaux de sociologues. Donc, on a des moyens, nous, qui nous permettent de faire intervenir. Donc, en permanence, je sollicite les sociologues qui travaillent sur le sujet. En permanence, je cite les travaux, j'utilise des travaux en citant des sociologues qui travaillent là-dessus. Donc, j'ai plus une vision, j'ai une partie de mon travail, c'est de vulgariser la sociologie. Donc, j'ai pas l'impression, on va dire, de m'accaparer un champ là-dessus à partir du moment où j'essaie au maximum de diffuser les connaissances produites aussi par mes collègues sur le sujet, quoi. Lorsque tu étais en bourse CIFRE, donc en thèse, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment les choses se sont progressivement installées. Comment tu as fait ta place? Pour moi, il y a plusieurs étapes. Alors déjà, je précise que donc j'ai commencé une thèse CIFRE qui n'a pas, enfin, j'ai pas soutenu ma thèse en fait. Moi, j'ai fait un terrain de recherche donc de thèse pendant à peu près 5 ans
Donc avec des entretiens, des observations, de l'analyse de la littérature. J'ai publié un petit peu à partir de mon sujet de thèse et en fait j'ai arrêté ma thèse en 2017 quand on m'a proposé le poste au CRESAM. Voilà. Donc pour moi c'est des étapes importantes qui m'ont permis aussi de construire mon positionnement sociologique et ma place de sociologue dans cet environnement. Donc je dirais qu'au début j'étais très libre parce que je faisais ma thèse. C'était le principe du contrastif. Donc déjà je faisais une thèse sur la mise en place de la politique publique qui articulait le champ de la justice et le champ de la psychiatrie autour de la prise en charge des auteurs et de violences sexuelles. Donc, je faisais des entretiens sociologiques, je faisais donc de l'analyse. Et donc, petit à petit, en fait, comme le CRIAS, une partie des activités était de faire de la formation. Au début, ils me sollicitaient dans les formations pour contextualiser un peu la question des violences sexuelles. Donc, j'avais plutôt une approche socio-historique à partir de la littérature pour présenter un peu les différents éléments travaillés par d'autres sur le sujet. Et puis, en faisant ma thèse, petit à petit, j'étais sollicité aussi par d'autres équipes CRIAS dans d'autres régions pour présenter mes travaux, mes résultats. Et donc, ça m'a permis de me faire connaître déjà auprès des autres CRIAVs et de présenter mon travail. Donc ça, je dirais, j'ai fait ça donc de 2011 à 2015-16. Donc pendant 5 ans, j'étais sollicité de plus en plus, donc à chaque fois sur des axes très précis. Parfois, c'est sur des axes précis de par exemple, la place du secret professionnel dans les pratiques des acteurs ou de manière très générale, les politiques publiques. Donc, il y avait différents axes. Et puis après, on va dire vers 2016-2017, quand je commençais un peu à rédiger ma thèse, à travailler là-dessus. Donc, j'ai été sollicité en 2017 pour travailler sur la radicalisation. Et en fait, le fait de travailler sur la radicalisation, ça m'a poussé un peu à travailler directement sur la place de la violence, en fait. C'est-à-dire de me dire, bon, je vais peut-être sortir un peu de ma zone de thèse, on va dire, pour arriver sur des thématiques plus générales. Et donc, en travaillant sur la radicalisation, déjà, je me suis rendu compte de quelque chose qui était transversal, c'est que il y avait un double standard théorique. C'est-à-dire qu'il y avait des acteurs du champ de la justice, de la psychiatrie qui mobilisaient des approches théoriques pour les violences sexuelles qui étaient plutôt du côté de la psychologisation et pour la radicalisation qui allait beaucoup plus mettre en avant la question de l'idéologie, la vision un peu de l'acteur rationnel. Et donc je me suis dit, mais en fait, la sociologie pourrait vraiment apporter à la fois questionner la dimension, par exemple, idéologique des violences sexuelles et questionner d'autres dynamiques autour de la question de la radicalisation. Donc, à partir de la radicalisation, je me suis vraiment mis à travailler de manière transversale et quelque part à rentrer sur un terrain un peu concurrent, je mets des guillemets, que celui des psychiatres, des psychologues qui travaillent sur le sujet. Donc, vraiment m'intéresser, quels sont finalement comment expliquer l'apprentissage de comportements qualifiés de violents, comment expliquer la distribution sociale de ces comportements. Donc, à la fois, moi, étudier la littérature sur le sujet. Donc, il y avait beaucoup de littérature qui était produite par d'autres sociologues. Et puis également à essayer de mettre en place on va dire, de la recherche autour de ces questions-là. Voilà. Donc pour moi, il y a ces différentes étapes, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on m'a un peu attribué un rôle, dans les formations. J'ai développé un peu ma compétence sur la thèse à côté en intervenant beaucoup sur le sujet. Et puis à partir du travail sur la radicalisation, à travailler de manière transversale sur la question des violences, quoi. Est-ce que dans ton travail, tu as été confronté à des acteurs un peu plus réticents face à la sociologie? La question, alors la place de la sociologie, il y a toujours une place faite pour la sociologie dans les cadres où j'ai travaillé. La question, c'est quelle est la place attribuée ou quelle est la place comprise de la sociologie. Donc nous, en tant que CRIAS ou même CRESAM, on intervient auprès des acteurs de la santé, du médico-social, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la justice. On a vraiment un panel extrêmement hétérogène d'acteurs très différents. Donc les réceptions sont très différentes. Voilà. Globalement, ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs types de réceptions. Il y a une réception parfois très à distance, c'est-à-dire que la sociologie peut être perçue comme un discours un peu qui vient enrichir la culture générale, mais qui n'est pas perçu dans son côté opérationnel ou son côté, on va dire, la personne ne se sent pas concernée quand elle entend le discours sur la sociologie. Il y a aussi de plus en plus sur l'action des violences sexuelles qui est essentiellement liée au mouvement social MeToo, qui fait que du coup, le cadrage des politiques publiques a un peu changé, enfin a beaucoup changé autour de MeToo, a été beaucoup moins médicalisé, beaucoup plus centré sur la question des violences de proximité. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a quand même pas mal de professionnels du champ de la santé et de la justice qui se sont ouverts, qui se sont questionnés notamment sur la dimension, la question du genre. Ce qui fait que ça a ouvert aussi une fenêtre d'opportunité beaucoup plus importante pour la réception du discours sociologique. Et donc, il y a quand même beaucoup d'acteurs professionnels, en tous les cas, qui en fait entendent ce que disent les sociologues, donc qui vraiment comprennent, mais qui parfois ont vraiment du mal à saisir comment on passe de la compréhension d'un discours sociologique à un effet sur la pratique professionnelle, quoi. Voilà.
Donc c'est ça, je dirais, c'est la majorité des échanges et des retours que j'ai actuellement sur ça. C'est de dire, oui, mais comment on fait? Comment on réfléchit à mettre en place des choses? Donc moi, j'interviens quand même dans les équipes dans lesquelles je travaille. Parfois, on intervient sur des situations inquiétantes. Donc, on analyse les situations. Donc, là, à l'évidence, le discours sociologique, par exemple, permet d'élargir la focale, de comprendre différemment certains éléments. Donc, je dirais, ça a un effet assez pratique. Et puis, la troisième type de place, là où ça pourrait être la réception hostile de la sociologie, pour moi, ça a été très rare. Et j'ai été, on va dire, il y a rarement eu de controverse frontale avec des personnes lors de formations ou lors de conférences ou autres. Et je pense que là, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, mais à mon avis, c'est peut-être là un des effets de genre. Voilà, peut-être le fait d'être un homme fait que je suis peut-être beaucoup moins exposé à ce type d'illégitimation des discours. Mais c'est déjà arrivé quelquefois, oui, que de manière indirecte, voilà, je me fasse qualifier de wokiste ou etc. par des acteurs institutionnels, mais je dirais c'est jamais frontal parce que je m'attache toujours à m'appuyer sur les enquêtes sociologiques, sur des chiffres, hein, sur une rigueur méthodologique, sur une réflexivité méthodologique, et par ailleurs je connais assez bien la littérature psychiatrique, judiciaire, etc. Donc je m'appuie aussi sur cette connaissance-là pour dire regardez, je parle pas je suis pas hors sol en fait, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur tes recherches que tu as pu mener jusqu'à présent? Je suis impliqué sur plusieurs projets de recherche. Donc, on va dire sur le projet qui était celui de ma thèse, je m'étais vraiment attaché à questionner un peu les compétences professionnelles acquises par des professionnels de différents champs, du champ de la psychiatrie, du champ de la probation et de la justice, pour montrer que la question de la délinquance sexuelle avait contribué à refaçonner certaines compétences de manière transversale de ces différents acteurs, qui certes ne font pas la même chose, mais sont confrontés à des enjeux parfois similaires, notamment sur la place accordée à la question du risque de récidive, qui fait que ça va contribuer à repenser un peu leur façon de travailler. Et puis après, j'ai fait des petits projets de recherche au sein du CRIAF, notamment. J'ai participé à une recherche sur l'impact émotionnel, sur le travail émotionnel des acteurs qui prennent en charge ces auteurs de violences sexuelles. Et puis sur les 2 derniers projets de recherche sur lesquels j'ai travaillé, donc j'ai travaillé sur une recherche avec l'équipe CRESAM sur 197 parcours adolescents qui sont pris en charge dans un dispositif qui s'appelle le RAP 31, donc le réseau adolescent partenariat, qui sont des situations complexes. On essaie d'analyser en fait à la fois quelles étaient les caractéristiques de ces dossiers, qu'est-ce que c'est qu'une situation complexe, et aussi on a essayé de voir le devenir de ces adolescents 5 ans après, 4 à 5 ans après. Donc là, c'est une recherche qu'on n'a pas encore publiée, mais qu'on a terminée cette année. Donc en fait, on essaie de voir un peu que deviennent ces adolescents qui sont souvent passés par l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on essaie de repérer parfois les différentes formes d'engagement, qui soient radicaux ou non, qui peuvent être présents dans ces parcours-là. Notamment, une des choses qu'on met en avant dans cette recherche, qui n'est pas encore publiée, hein, mais qui est de dire que quand ces jeunes fragilisés par des parcours de rupture au sein de l'aide sociale à l'enfance ou autres s'engagent, par exemple, dans des activités délinquantes, ils le font souvent dans une place subalterne. C'est-à-dire une place, alors ce que dit Marwan Mohamed, la stratification sociale des espaces délinquants, c'est l'idée de dire que ces activités délinquantes, le trafic de drogue, l'exploitation sexuelle des mineurs, sont des activités délinquantes qui ont une stratification sociale et que donc les politiques publiques ont un effet sur cette stratification-là. Et là, un des effets des politiques publiques, c'est que la fragilisation produite par ces parcours de jeunes de l'aide sociale à l'enfance fait que quand ils rentrent dans la délinquance, ils sont souvent à des places où ils sont exploités par d'autres jeunes ou d'autres délinquants. Et puis une dernière recherche là qu'on est en train de mener avec des collègues psychologues et également juristes et aussi quelques étudiants en sociologie, là 2 étudiants de master en sociologie qui traitent des personnes condamnées pour des infractions liées à la pédopornographie. Donc on a analysé pour l'instant 220 dossiers de personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. On va arriver à peu près à 300. Donc là c'est une analyse statistique en fait, voilà, qui est de dire un peu voilà quel est le profil des personnes judiciarisées pour ces faits-là. Donc l'idée c'est de produire un résultat, enfin de produire une enquête statistique. Et par exemple, on a trouvé un peu des résultats étonnants, notamment le fait que les personnes arrêtées, on va dire par des actions proactives de la police, ce qu'on voit souvent, ce qui est souvent médiatisé, c'est-à-dire les pièges posés par la police ou les grandes enquêtes type Interpol. En fait, on voit que c'est une minorité des affaires judiciarisées, que les affaires judiciarisées le sont souvent par des plaintes, des signalements, et également parce qu'il y a d'autres infractions qui sont associées, parfois qui n'ont aucun rapport avec les violences sexuelles. Voilà, donc on a essayé de montrer quelques éléments qui expliquent à la fois la réponse judiciaire à ces infractions-là et
quel est le profil socio-économique, sociologique, pardon, de ces personnes condamnées. Tu as aussi travaillé sur la question de la radicalité en lien avec la religion? Exactement. Donc en 2017, on a créé un service, donc qui est unique en France, hein, même s'il y a un autre Cresam, parce que c'est un dispositif qui était financé par l'ARS Occitanie, donc à 100% financement de la santé, sur le sujet de la radicalisation par rapport à la problématique des passages à l'acte terroristes et par rapport à la problématique un peu de toutes les situations auxquelles étaient confrontés les professionnels du champ médico-social, social et psychiatrique. Donc nous, dès le départ, en fait, en créant une équipe avec 2 psychiatres, 2 psychologues et une personne chargée de l'administration, on a tout de suite choisi 2 choses. D'une part, de redéfinir conceptuellement la question de la radicalisation. Donc nous, on parle d'engagements radicaux qu'on a défini à partir des travaux d'Isabelle Sommier, qui est une sociologue on va dire de la radicalité politique, en définissant l'engagement radical par son intensité et pas par son contenu. Donc en fait, on s'est appuyé sur un outillage conceptuel qui nous dégageait de tout jugement de valeur sur le contenu des engagements, ce qui nous a permis aussi de travailler beaucoup plus facilement avec les professionnels, parce que à partir de là, la question n'était pas de disqualifier l'engagement, mais plutôt de dire quel effet il a sur la personne qui est prise en charge dans vos services, quoi. Voilà. En sachant qu'on travaille que sur des situations pour lesquelles les individus sont pris en charge pour d'autres raisons que la question de la radicalité. Donc ça permettait de travailler, on va dire, d'élargir un peu la perspective d'analyse d'une situation en travaillant sur les engagements. Et l'autre part, dès le début, on a fait le choix de pas travailler que sur la question du djihadisme. On a dit, on va travailler sur tous les engagements radicaux. Et donc, dès le départ, on a travaillé un peu sur la question du masculinisme, du survivalisme, la droite radicale, etc. Et en sachant que pour nous, l'enjeu autour de ça, c'était vraiment la question des risques de violence, entendus comme les risques de violence contre les personnes. Voilà, pas contre les biens, essentiellement contre les personnes. Donc on a construit un cadre de travail qui nous a permis de travailler assez sereinement sur ces années-là et qui nous a permis aussi de mettre en place un travail au niveau de la région Occitanie avec tous les professionnels concernés sur ça, quoi. Voilà. Donc moi, on n'a pas fait vraiment de recherche là-dessus, à part la recherche sur les 197 parcours d'adolescents, mais qui sont pas des adolescents pris dans des engagements radicaux, hein. D'ailleurs, c'est un des résultats de l'enquête, hein, c'est de montrer que les adolescents en situation complexe sont tellement pris par une expérience de la rupture qu'une des hypothèses que nous on avance, c'est qu'ils sont incapables de s'engager radicalement. Ils sont incapables d'avoir un engagement qui tient sur la durée. Ils sont plutôt sur des engagements qui sont marqués par la rupture, par l'instabilité. Voilà. Et après, par exemple, on a publié un ouvrage où on a réuni des chercheurs, des chercheuses, des professionnels de différents champs, éducation nationale, protection de l'enfance, psychiatrie, etc., etc., pour faire écrire ces professionnels à partir de leur expérience sur la façon dont ils avaient abordé eux-mêmes la question de la radicalisation, en sachant que c'est un cadre qui s'est un peu imposé aux professionnels. Et nous, on s'est intéressé à la façon dont ces professionnels avaient redéfini ou construit leur propre cadre d'intervention à partir de leur réalité de travail. Tout à l'heure, tu disais que tu avais arrêté ta thèse en 2017. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter ta thèse? Oui, alors donc j'ai arrêté ma thèse en 2017. Donc c'était au moment où en fait ils m'ont proposé ce poste-là. J'étais à mi-temps sur les CRIAVS. En même temps, j'avais un poste d'alter à mi-temps les 2 années précédentes. Et donc j'ai décidé en discutant avec mon directeur de thèse d'arrêter ma thèse à ce moment-là, à partir du moment où j'avais un poste à plein temps qui était à la poste à la fois d'enseignement et de recherche en fait, hein, sur la question de sociologie, mais hors université. Voilà, donc c'est un choix professionnel que j'ai fait. Par ailleurs, j'avais mon premier enfant qui est né aussi à ce moment-là, donc j'avais pas mal de questionnements sur l'organisation de ma vie professionnelle et personnelle. Donc j'ai fait ce choix-là. Et donc comme je dis, c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Pour moi, ça a été le bon choix professionnel. Voilà, donc il y a un peu de frustration de pas aller jusqu'au bout de la thèse, mais en tous les cas, aucun regret là-dessus. Et donc paradoxalement, c'est à partir du moment où j'ai arrêté ma thèse que j'ai commencé à plus publier en fait, à écrire, à pouvoir réfléchir, à pouvoir aborder d'autres questionnements sociologiques. Du coup, tu te définis comme sociologue et enseignant-chercheur, ou est-ce que ça, tu as un sentiment peut-être d'illégitimité par rapport à cette notion, ce titre d'enseignant-chercheur? Oui, moi je me définis pas comme enseignant-chercheur parce que pour moi c'est beaucoup trop associé au poste universitaire en fait. Donc je me définis pas comme ça. Moi je dis bien que je suis sociologue, que j'ai pas de thèse, que j'ai pas de diplôme de thèse. Donc je suis juste sociologue. Pour moi la question elle s'est posée à partir du moment où j'ai arrêté ma thèse, parce que quand j'étais en thèse il y avait pas cette question-là parce que j'étais doctorant en sociologie, donc c'était très simple de se définir.
Et donc après, j'ai eu une petite période après 2017 en me demandant comment j'allais me définir. Est-ce qu'on peut se dire sociologue si on n'a pas de thèse? Et pour moi, la question a été assez vite résolue parce que effectivement, je faisais des activités qui, pour moi, étaient de faire de la sociologie, c'est-à-dire faire de la recherche et diffuser les connaissances de la sociologie auprès de publics très différents. Donc les publics très différents, pour moi, ça va, voilà, d'intervenir parfois dans des séminaires universitaires pour présenter les travaux, des publics étudiants de différentes disciplines, des professionnels, et également aussi même si j'aime pas trop ce terme-là, mais de vulgariser un peu la sociologie. Hein. Par exemple, en ce moment, ce que je fais des ateliers de sociologie en prison auprès des détenus. Donc voilà, j'en ai fait depuis cette année. Donc avec des petits groupes de détenus de entre 7 et 12 détenus. Donc j'ai fait des ateliers avec d'autres collègues sociologues à Toulouse, à la maison d'arrêt de Seyss. Donc on vient faire de la sociologie. Donc pour moi, tout ça c'est la même continuité de pratique en fait. Donc on est un détenu, un étudiant, une étudiante en sociologie, un psychiatre, un juge, un policier ou un ou une travailleuse sociale. Pour moi, c'est à peu près la même problématique. C'est comment on diffuse les connaissances sociologiques auprès de tous ces publics, quoi. Et est-ce que tu pourrais revenir, c'est hyper intéressant, sur tes interventions en prison. Comment on fait pour faire de la sociologie en prison? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, moi j'étais sollicité donc il y a un an, voilà par donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour faire des ateliers de sociologie avec les détenus. Voilà. Alors la personne qui m'avait sollicité venait de Marseille et en fait à Marseille il y a une sociologue qui s'appelle Leïla Delannoy qui je crois travaille pour l'administration pénitentiaire et met en place depuis maintenant assez longtemps des ateliers de sociologie avec les détenus. Donc elle fait ça dans un cadre très précis avec des objectifs de recherche et de diffusion. Donc moi, quand la personne m'a sollicité, je dis mais oui, ce serait super intéressant de faire ça. Mais j'avais pas du tout les mêmes ambitions que Leïla Delannoy, c'était beaucoup moins cadré, il n'y avait pas forcément de projet derrière. Donc on a fait ça de manière un peu inductive. Donc j'ai sollicité 2 étudiantes de master, enfin qui étaient volontaires, hein, qui sont présentées comme volontaires, et une autre sociologue qui est maître de conférence à l'université, Audrey Paron. Et on a commencé à mettre en place des ateliers, mais de manière complètement inductive, parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire, de quelles allaient être les attentes. Et ça a été très vite très compliqué parce qu'il y avait une discontinuité de nos ateliers, parce que tous les ateliers ont été suspendus par le ministre de la Justice, Darmanin, suite à une polémique qu'il y avait eu notamment à Toulouse, à la maison d'arrêt. Donc en fait, il y a eu une discontinuité comme ça. On a pu faire 4 ateliers entre janvier et septembre. Donc ce qui nous a quand même permis d'expérimenter quelque chose où en fait on proposait une discussion à bâton rompu avec les détenus. Et on se rendait compte qu'ils avaient beaucoup de questions sur la sociologie, sur la question de la justice, la question de la prison. Donc en fait, à chaque fois, on apportait des éléments de sociologie. Voilà, que peut dire la sociologie? Et parallèlement à ça, j'ai été contacté par un autre service du SPIP, donc du service de pénitentiaire d'insertion et de probation, par une psychologue qui a monté d'autres ateliers de sociologie. Donc j'en ai fait 3, entre 2 en septembre et 1 en octobre dernier, 2025, sur un autre groupe de détenus. Et là, c'était un plus petit groupe, ils étaient 7. Et là, c'était plus une thématique de réflexion sur la question de la justice. Voilà. Donc c'était intéressant parce que le point de départ de la discussion sur le premier atelier, c'était un détenu qui disait voilà qu'aujourd'hui la société était beaucoup plus violente, que tout partait en vrille, que les jeunes faisaient n'importe quoi, etc. Donc ça a permis d'aborder des questions à la fois sociologiques et méthodologiques, parce que du coup j'ai dit voilà, mais comment on peut savoir, à partir de quels chiffres? Donc on a commencé à travailler sur la question des enquêtes de victimation, les chiffres de la justice, la question de la justice de classe, comment la justice sélectionne aussi en fonction des profils socio-économiques. Donc à chaque fois, ça se présente comme ça, des discussions à bateau rompu, en présentant la sociologie avec des personnes qui, en tout cas dans les ateliers que j'ai pu faire, sont extrêmement intéressées, extrêmement motivées à discuter de sociologie, quoi. Voilà, avoir une connaissance et à découvrir la sociologie, quoi. Nous remercions chaleureusement Tristan Renard pour sa participation à ce podcast. Dans le prochain épisode, nous rencontrons Damien Bulot, spécialiste des politiques d'insertion et de l'accueil des populations vulnérables. Depuis janvier 2024, il est responsable d'une unité accueil-hébergement des populations migrantes et insertion des réfugiés, où il coordonne des dispositifs d'accompagnement et d'hébergement. Il nous racontera son parcours après son master de sociologie réalisé à l'université de Poitiers. Passé par l'Institut de santé publique à Bordeaux, il est devenu inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Contrairement à Tristan, il ne se définit pas comme sociologue, mais il nous expliquera
comment ces savoirs et ces savoir-faire sociologiques sont utiles dans son activité professionnelle. À bientôt sur les routes de la sociologie.